Donc, je passe tout de suite la parole à Anne-Lise Avril, qui est responsable de la R&D chez Suez et qui anime cette table ronde environnement et numérique, raison ou passion. Merci beaucoup Marc. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui avec Catherine et Olivier pour débuter cette première table ronde. Je m'appelle Anne-Lise Avril, je dirige la R&D, l'innovation et la transfo digitale du groupe Suez. Je suis Hydro 95, qui était un bon millésime en Bordeaux et c'est une bordelaise qui vous parle, mais qui était aussi un bon cru N7. Et donc aujourd'hui, je suis avec Catherine Lambert, directrice du CERFAX, le Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique, et puis Olivier Lallemand, qui est directeur technologie transformation chez KPMG France. Et ensemble, nous allons parler de ce duo numérique et environnement qui fait plus ou moins bon ménage. Alors l'intitulé de la table ronde, c'est Passion ou raison. On aurait pu aussi dire ami ou ennemi, voire pour être un peu excessif aussi solution ou poison, mais ce serait effectivement un peu excessif. Alors c'est vrai que le numérique, on le voit dans beaucoup de secteurs, et nous chez Suez, vous connaissez certainement l'entreprise, nos deux métiers, c'est la valorisation, le recyclage des déchets et la gestion de l'eau. Nous développons beaucoup de solutions, de produits qui concourent à la protection de l'environnement, à l'économie circulaire, à la transition bas carbone. Et ce sont des solutions qui sont basées sur la technologie, le numérique, le digital. Donc, par exemple, on a un système qu'on a développé qui, à partir des prévisions météo, va permettre d'optimiser la configuration des réseaux d'assainissement. Donc, automatiquement, fermer certaines vannes, les ouvrir pour orienter les flux vers des structures de stockage et éviter d'avoir des déversements vers le milieu naturel. Donc, ce sont des systèmes qui protègent l'environnement et la ressource en eau. On a des applis, par exemple, qui permettent de scanner les codes barres des produits que vous utilisez tous les jours de façon à pouvoir vous orienter dans vos gestes de tri, savoir dans quel bac jeter quel produit. Mais en fait, toutes ces solutions digitales et tous ces systèmes, on sait qu'ils ont aussi une empreinte environnementale qui n'est pas neutre et qui fait de plus en plus débat. Alors, le numérique, sur le plan environnemental, fait débat à la fois sur les aspects infra, sur les aspects équipements, sur les aspects usage aussi. Donc, on a l'impact des data centers qui, bien sûr, a été très médiatisé. Enfin, il y a aussi tous les équipements qu'on utilise tous les jours, les smartphones, les tablettes, les PC, notamment qui sont fabriqués avec des minerais, des métaux rares, dont on sait que les conditions d'extraction sur le plan éthique sont discutables aussi, mais ont surtout, en fait, sont génératrices d'émissions de gaz à effet de serre et donc ont une empreinte carbone très défavorable. Et puis il y a l'usage que nous en faisons, donc le transit de données, le stockage de données. Un rapport très récent là, du Shift Project, qui a été d'ailleurs qui est paru la semaine dernière, nous dit que le visionnage des vidéos en ligne en 2018, ça équivaut aux émissions de la totalité d'un pays comme l'Espagne. C'est vraiment en fait une empreinte qui est significative. Alors, comment combiner, concilier transition environnementale, transition numérique? C'est quand même possible, il y a des outils pour ça, on va d'ailleurs en discuter. Je vais commencer par passer la parole à Catherine. Catherine, je vais te laisser te présenter aussi toi-même et puis que tu nous dises à l'échelle d'un centre de recherche, du coup comme le CERFAX, quel est l'enjeu et quelle est ton approche? Oui, bonjour à tous. Donc, enchantée d'être avec vous ce soir. Donc, moi, je suis électronique 86 et je dirige actuellement donc, le CERFAX. Donc, qu'est-ce que c'est le CERFAX? C'est un centre de recherche dédié à la simulation et au calcul haute performance. Ça veut dire que concrètement, on va développer des codes, des méthodes, des solutions logicielles qui vont répondre aux demandes de l'aéronautique, du spatial, du climat ou de l'environnement ou encore de l'énergie. Et notre mission, en fait, c'est simuler des phénomènes très complexes pour mieux les comprendre ou pour optimiser la conception. Alors, quelques exemples, on peut être amené à simuler pour mieux comprendre la nature des fluctuations climatiques. On peut être amené à simuler pour évaluer l'impact des risques naturels, comme par exemple les inondations. Mais on peut aussi simuler pour évaluer l'impact de l'aviation sur l'environnement, mais aussi l'impact du réchauffement climatique sur l'aviation. Et un autre exemple, on simule pour optimiser la conception des moteurs. Notre objectif, c'est réduire la consommation de ces moteurs, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est réduire le bruit. Donc, ces exemples sont des enjeux en fait à la fois sociétaux et industriels et auxquels on essaie de répondre à l'aide de la simulation et du calcul haute performance.
Et aujourd'hui, ce calcul haute performance est devenu un enjeu majeur pour les entreprises et les organismes de recherche, une source d'innovation ou de compétitivité. Et une récente étude américaine a même démontré qu'il y avait un retour sur investissement de 44 pour un dollar investi dans le calcul haute performance. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu. Et on est confronté à des évolutions et voire des ruptures qui sont apparues récemment. Donc j'en prendrai quelques-unes. La transition vers l'exascale, c'est-à-dire qu'on est poussé vers des calculs des puissances de calcul de plus en plus importantes. On parle de 10 puissance 18 opérations par seconde. On a aussi à gérer cette cette explosion de données qu'il faut analyser, qu'il faut stocker, qu'il faut archiver, qu'il faut calculer. On a aussi l'émergence de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage automatique, et puis plus récemment où on est confronté à l'émergence du quantique. Et tout ça, bien sûr, avec ce que Anne-Lise a déjà décrit, une volonté de minimiser notre impact carbone, c'est-à-dire d'essayer de maîtriser la taille et la complexité des calculs, d'optimiser ces calculs, de maîtriser l'énergie qui est consommée. Donc, ça fait partie, bien sûr, de nos enjeux. Et donc, pour moi, par rapport à la question qui est posée, numérique, simulation et calcul haute performance pour l'environnement, pour moi, la simulation et le calcul à haute performance sont vraiment au service de l'environnement pour donner des clés, pour mieux comprendre, pour mieux optimiser, pour mieux concevoir et puis agir plus efficacement. Merci beaucoup Catherine. Donc on voit vraiment que du coup avec l'activité que tu diriges, on est vraiment dans la partie solution et que le numérique effectivement est bien là au service de la transition environnementale. Alors Olivier, toi aussi, je vais te laisser te présenter. Toi, tu es un observateur du coup très privilégié à travers tes clients, de leurs attentes, de leurs préoccupations. Et puis tu vas aussi du coup pouvoir partager avec nous un certain nombre de cas d'usage ou de solutions qui sont développées pour répondre à ces préoccupations et à ces attentes. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis télécom leader. Je travaille actuellement chez KPMG dans la partie conseil et j'accompagne les DSI dans leur transition numérique. Je travaille surtout pour le secteur industriel et ces dernières années, les problématiques que se sont posées les DSI dans ce secteur-là, c'est justement comment mieux accompagner les projets de transformation industrielle avec deux enjeux. Un enjeu d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, mais qui va de pair aussi avec un besoin d'améliorer la performance environnementale ou la durabilité des équipements. Et en fait, de façon directe ou indirecte, soit via la pression des coûts, soit via la pression sociétale ou la pression réglementaire, le travail sur l'environnement se fait ou apparaît par le fait de mieux maîtriser ces équipements, de mieux en maîtriser la maintenance, de mieux maîtriser les pannes. Et donc, on accompagne pas mal d'industriels sur des projets où on va combiner des technologies comme l'IoT, comme les réseaux mobiles, comme l'analyse de données, pour aller prévenir des problèmes de panne, pour aller prévenir des problèmes de fuite dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'énergie et du pétrole, pour aller améliorer des problèmes de trafic, d'optimisation de la circulation, pour éviter des bouchons, pour éviter une pollution trop importante des véhicules qui occupent le réseau routier. Et en fait, on voit qu'à travers ces nouvelles technologies, c'est notamment ce triptyque capteur, réseau, analyse de données qui permet de concrétiser ces usages-là. On voit qu'à travers ce type de technologie, le numérique est vraiment un outil puissant pour permettre d'améliorer l'efficacité opérationnelle ou d'améliorer l'impact environnemental d'une installation. Et autant il y a une dizaine d'années, ces sujets d'impact environnemental, ils étaient pris un petit peu à la légère au niveau des DSI. On a vu beaucoup de projets de dématérialisation où on transformait des processus en essayant de les passer sur Internet ou via des portails, mais sans vraiment s'interroger sur le coût énergétique réel de ces projets-là. On s'est aperçu qu'en fait, il y en avait un et qu'il était vraiment parfois beaucoup plus important que ce qu'on imaginait. Et maintenant, cette question-là, elle se pose sur tous les projets qui sont mis en œuvre. C'est-à-dire que si je déploie un réseau de capteurs, combien ce réseau va me coûter en consommation énergétique? Combien ce réseau va me coûter en coût d'exploitation? Et donc, on se pose des vraies questions, technologiquement parlant, sur les réseaux qui vont être les plus efficaces, sur ceux qui vont consommer le moins d'énergie, sur ceux qui vont permettre réellement de connecter de façon efficace
les différents capteurs qu'on va installer. Et toutes ces questions-là, elles sont à la fois des réponses pour mettre en place des systèmes qui vont permettre d'améliorer la performance énergétique, mais de par la nature de ces systèmes, on se pose également la question de leur coût et de leur impact. Donc tous ces points-là sont cruciaux et je pense qu'à travers les formations qu'on a maintenant à l'ENSET sur ces sujets, télécom, data, nos ingénieurs sont au cœur de ces problématiques. Merci beaucoup Olivier. Bah oui, on voit qu'on va avoir besoin effectivement d'outils comme des analyses de cycle de vie ou autres pour faire les bons choix technologiques de façon à ce que les solutions qu'on apporte puissent avoir elles-mêmes intrinsèquement l'empreinte la plus faible possible, en tout cas l'impact le moins négatif possible, étant entendu que par ailleurs elles apportent un vrai bénéfice. Alors du coup, tu as fait un peu le lien déjà avec la formation et avec l'école. Si justement tu devais donner un conseil et si tu voulais parler de l'implication que ça a sur soit le cursus de formation, soit vis-à-vis des étudiants, quel serait-il? Euh, enfin, la transformation qui a été faite, en fusion de certaines filières, pour moi, elle est vraiment bonne parce que elle permet de rapprocher en fait différents mondes, de l'électronique, de l'informatique, des télécoms. Moi, c'est pour ceux que je perçois directement, qui permettent vraiment en fait de faire le lien entre ces différentes technologies qui sont au cœur du tritype que j'évoquais, IoT, réseau data. Mais je pense qu'il faut aussi induire ce cursus de formation dans d'autres parcours, comme le parcours MF2E par exemple, parce qu'en fait, les usages de cette technologie-là, ils vont se faire dans tous les secteurs, qu'on soit dans le secteur aéronautique, qu'on soit dans le secteur environnemental. La maîtrise de ces technos, la connaissance de ces technos, elle est importante. Et donc le brassage des parcours au sein de l'école est également important pour que chacun ait conscience de l'apport de ces technologies dans son secteur. Catherine, toi, quelles implications tu verrais sur le cursus des étudiants ou pour les étudiants eux-mêmes? J'ai beaucoup apprécié la transformation de l'école et l'accueil de nombreux jeunes en stage ou même des thèses. Donc le côté, en fait, ce que j'aimerais, c'est aussi l'INSET regarde les nouvelles technologies comme le quantique, en fait, pour nous aider mieux, à mieux maîtriser ces enjeux de demain. Pour ma part, c'est vrai que l'école s'ouvre beaucoup vers l'extérieur, elle se connecte à des écosystèmes, notamment des écosystèmes innovation. Je pense que ce qui est important, c'est aussi d'être bien connecté à des écosystèmes qui sont en train de se créer sur ces sujets de numérique responsable, de sobriété numérique. Alors, il y en a beaucoup en fait qui émergent ces temps-ci. On vient d'avoir justement une plateforme qui s'est créée qui s'appelle Planet Tech Care sous l'égide de Syntec Numérique, alors qui rassemble à la fois des organismes de formation et des entreprises, mais je pense que l'école doit vraiment faire partie de cet écosystème, à la fois pour partager ses réflexions, mais pour faire en sorte que du coup, ce qu'on met dans le cursus et dans les choix qu'on fait sur ensuite les développements, on soit bien en prise avec la façon dont évoluent les attentes dans ce domaine et les préoccupations. Alors, on arrive sur notre partie questions-réponses. Alors, je regarde si on a des questions qui sont arrivées soit via Twitter, soit les différents canaux qui ont été ouverts aux étudiants ou aux anciens élèves. Bonjour, du coup, pour nous introduire rapidement, donc, je suis avec Aymen et Flo. On va être les modérateurs du coup, de cette soirée. On va essayer de vous poser les questions qui nous sont venues et qu'on souhaitait vous poser. Du coup, vous avez beaucoup parlé pendant votre présentation numérique responsable et surtout du côté environnemental. Et nous, on s'est plutôt du coup, posé une question sur le côté éthique. Comment est-il possible, d'après vous, de prévenir les biais algorithmiques qui conduisent à des situations de discrimination dans l'entreprise, par exemple, Je ne sais pas lequel d'entre nous veut la prendre. Moi, pour ma part, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque je dirige la transpo digitale chez Suez. Et donc, on a nous-mêmes des développeurs, on fait du machine learning. Et du coup, effectivement, on a un point d'attention majeur sur les échantillons qu'on utilise, sur les données qu'on utilise, de façon à ce qu'elles soient le plus représentatives possible des futurs utilisateurs, de la population dans son ensemble. C'est compliqué
parce que parfois ces données n'existent pas, c'est-à-dire qu'on a des échantillons qui sont intrinsèquement biaisés et qu'il faut du coup redresser. Il n'y a pas le choix. Il faut, de façon à pouvoir disposer de données qui soient représentatives et non biaisées, finalement artificiellement les corriger. Et je pense que c'est vraiment un impératif pour qu'à terme, on ne reproduise pas les erreurs du passé et qu'on ait des systèmes numériques qui soient le plus inclusifs possible. Olivier, je ne sais pas si tu veux réagir de Ouais, ton côté. là-dessus, la question est intéressante parce que moi, j'avais regardé ce problème l'année dernière et en fait, on s'interrogeait sur le fait qu'en Europe, on utilisait beaucoup de jeux de données simulés parce qu'on n'avait pas forcément accès à suffisamment de jeux de données, alors qu'en Chine, de par l'organisation du pays, l'organisation du système et le déploiement de certains systèmes numériques de façon très très large, l'accès aux données et aux données réelles était beaucoup plus large. Et donc, c'est une vraie question. Faut-il libéraliser l'accès, le partage à de la donnée individuelle pour justement avoir des échantillons de données les plus représentatifs possibles? Ou faut-il au contraire protéger la vie des citoyens et du coup travailler avec des jeux de données simulés, mais avec des biais qui sont liés à la simulation associée? Donc, j'ai pas la réponse pour dire il faudrait faire plus comme ci ou plus comme ça, parce que pour moi, ce sont également de vrais enjeux de société. Mais la question se pose vraiment. Peut-être que la réponse est dans le fait de mettre en place des plateformes pour que chacun monétise ses données ou distribue ses données et ait conscience de leur usage. Mais bon, encore une fois, ça ne résout pas forcément la disponibilité massive de la donnée qui permettra d'éviter les biais. Nous avons aussi une autre question, toujours par rapport au numérique responsable. On a de plus en plus de personnes qui sont très réticentes à l'idée que leur smartphone ait accès à leurs données personnelles. Donc, à votre avis, comment on peut concilier entre digitalisation et protection des données personnelles? Euh, je pense que là-dessus, il y a sans doute aussi une nécessité d'éducation. Enfin, faut bien que l'utilisateur soit conscient des usages qui sont faits, des informations qu'il décide de céder ou de ne pas céder. Et là-dessus, c'est le cadre réglementaire qui doit essayer de sécuriser les choses. Mais encore faut-il que les sociétés appliquent ce cadre réglementaire et que les règles s'appliquent pour tout le monde. Je pense que les travaux qui ont été faits sur le RGPD vont dans ce sens. Le problème, c'est qu'on constate qu'il y en a un certain nombre d'acteurs qui essaient de passer outre ce règlement ou qui essaient de rendre l'application de ce règlement plus ou moins opaque. Et ça crée en quelque sorte de la, ça crée un manque de lisibilité ou un manque de sécurité pour l'utilisateur final. Euh, la règle d'or, je pense que ce sera la transparence, mais il faut que tous les acteurs jouent le jeu et que tous les fournisseurs jouent le jeu. Que les gens qui acceptent les règles de ces fournisseurs soient conscients de ces impacts. Mais je suis parfois toujours un petit peu dépassé parce que je vois que certains utilisateurs sont très réticents sur l'usage d'applications comme Stop Covid. Au final, c'est très peu d'informations personnelles sur les individus. Et à côté de ça, on va accepter toutes les clauses de Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Donc, voilà. Merci Anne-Lise, Catherine, Olivier. C'est des sujets qui sont fondamentaux et que je pense Gilles Babinet va aborder. Donc il aura, je pense, une présentation qui va être très complémentaire aux questions qui ont été posées, qui sont des questions fondamentales.